À l'époque, je n'avais pas entièrement compris encore ce qui était en train de m'arriver et la partie que j'avais en face de moi. De cette phrase énigmatique, notamment qui me concerne, où un avocat aurait pu démonter ma défense, je me demandais bien comment il avait pu le faire. Il m'aura fallu encore quelques années pour le comprendre, à la faveur de nouveaux éléments, et également à la faveur de nouveaux témoignages qui me sont venus continuellement depuis 2012. Notamment à la faveur de plaintes que j'ai déposées en 2012 contre la Société Générale. J'ai été auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire par la commandante de police qui avait suivi toute l'enquête depuis 2008 et qui avait donc une connaissance accrue de ce dossier. Je me retrouve donc 4 années après face à cette même commande de police. Cette commande de police a très courageusement et très honnêtement repris son travail, repris son enquête et s'est aperçue qu'elle s'était trompée à l'époque. Et dans ce cadre, elle a été, dans le cadre d'une instruction qui a eu lieu au pôle financier de Paris par le juge d'instruction Roger Leloir, le doyen des juges d'instruction, elle a été auditionnée par ce juge d'instruction pour témoigner de ce qu'elle avait vu et quelle était son analyse de ce dossier. Dans son PV d'audition avec ce juge d'instruction, PV qui n'est plus couvert par le secret d'instruction puisque l'instruction est close, ce commandant de police déclare les choses suivantes. C'est la Société Générale elle-même qui m'adresse les personnes qu'elle juge bon d'être entendues. Je n'ai jamais demandé, je souhaiterais entendre telle ou telle personne. C'est la Société Générale qui m'a dirigé tous les témoins. Elle déclare par la suite qu'à l'occasion de différentes auditions et de différents documents qu'elle a pu avoir entre les mains, elle a eu le sentiment, puis la certitude, que la hiérarchie, ma hiérarchie, ne pouvait ignorer mes agissements à l'époque. Puis elle déclare que plus l'enquête avançait, et plus sa conviction de la connaissance de mes supérieurs était établie. Elle finira par dire au juge d'instruction, et là je la cite, « Je me suis retrouvé rapidement dans une situation professionnellement inconfortable. J'avais le sentiment d'avoir été instrumentalisé en 2008 par la Société Générale. J'ai eu connaissance d'autres éléments qui m'ont conforté dans cette idée. Lors de l'audience en appel, sachant au préalable que les 2 enquêtes que je menais, donc sur les plaintes que moi j'avais déposées, qui étaient encore en cours et que d'autres actes étaient nécessaires, ont fait l'objet d'un retour en l'état à la demande du parquet. 2 jours avant l'audience, sans synthèse de ma part. J'ai appris, toujours dit-elle, le soir même, la veille de l'audience, que les plaintes étaient classées sans suite dans un cadre de non-lieu ab initio. » Quand je comprends et que je lis ces phrases-là à l'époque, évidemment, de nombreux éléments au cours de l'enquête qui ont eu lieu par cette commandante de police allaient dans mon sens. Des témoins commençaient à avouer ce qu'ils savaient. J'ai évidemment été très surpris et choqué de voir cette plainte classée sans suite, sans aucune synthèse de la part du commandant de police en question. Ce qu'il s'est passé par la suite, c'est que cette commande de police a subi les conséquences de sa décision de reprendre son enquête et de faire éclater la vérité. Elle a, je crois, eu beaucoup de difficultés avec sa hiérarchie, à tel point qu'elle a dû être mutée. Et il s'est passé quelque chose d'assez étrange, inhabituel. Quelque temps après, mon ancienne équipe de défense a été récipiendaire d'un enregistrement entre Madame le commandant de police et la vice-procureure en charge du dossier et de mes plaintes. Je dois vous avouer que j'ai été choqué, c'est un mot un peu faible, de la teneur des propos échangés entre ces 2 personnes. Dans cet enregistrement, la vice-procureure en charge du dossier décortique tout le dossier et fait état de manœuvres qui ont eu lieu en 2008 et en 2012 à la faveur des plaintes que j'ai déposées. Notamment, dit-elle, que l'ancien chef du parquet financier de Paris lui disait sans arrêt de ne pas mettre en porte-à-faux, et de ne pas mettre en défaut la Société Générale. Que cela avait été jugé et qu'elle n'y avait pas à y revenir. Que le parquet voulait à tout prix sabrer les enquêtes dont j'étais initiateur.
et qu'elle avait une demande incessante de faire revenir le dossier auprès du parquet de Paris pour un classement sans suite. Elle se justifie en disant que, quoi qu'il arrive, et là je la cite, c'est vrai, moi j'ai toujours obéi, dit-elle, il fallait faire revenir, il fallait faire un non-lieu ab initio. Et dit qu'elle n'était pas d'accord avec le non-lieu qu'elle a signé elle-même. Elle déclare par la suite, ça c'est son sentiment, à la faveur de l'enquête qu'elle a commise et des éléments qu'elle avait, que la Société Générale savait, et que c'était évident pour elle que la Société Générale savait. Mais néanmoins, signera un classement sans suite. Lorsque ces plaintes ont été classées sans suite, je me suis évidemment constitué partie civile pour avoir accès à un juge d'instruction. Qu'est-ce que j'apprends dans cet enregistrement, dans cette discussion entre ces deux personnes? Chantal Deleris déclare que j'avais dû lui envoyer sur ordre des réquisitions de non-lieu. Il avait dit non, on ne peut pas faire ça, il faut un minimum d'enquête. Je lui ai dit, Chantal Deleris qui déclare toujours cela, bah oui, mais c'est un ordre. C'est un ordre. Il m'avait dit au départ, donc le juge d'instruction, bon, je vais vite faire ça, je l'entends, et puis hop, on finit le dossier. Au sujet de l'instruction de 2008, donc toujours dans cet enregistrement, dans cette discussion qu'elles ont toutes les deux, la vice-procureure déclare à la commandante de police qu'elle a eu la transparence de dire ce qu'elle avait constaté et la vérité. Puis elle lui dit, vous avez eu la transparence de dire que vous ne connaissiez pas, que c'était la Société Générale qui pilotait. Ce que l'on dit, et là, pour le coup, c'est très grave, quand moi je lis ça et que j'entends ça, ce que l'on dit, c'est que c'est pas Aldebert, qui était procureur en charge de la section financière du parquet de Paris à l'époque, qui a rédigé l'ordonnance de renvoi. C'est un des avocats qui lui a communiqué. Nathalie Leroy dit, ah bon? Chantal Deleris, non, mais il est acheté, alors lui, il est acheté. Aldebert, Chantal Deleris, ah bah oui, vous ne vous rendez pas compte. Je vous demande de vous mettre, si ce n'est pas insupportable, quelques secondes dans mes chaussures, et de vous poser la question de savoir si cela ne vous paraîtrait pas insupportable en tant que justiciable d'entendre ce genre de choses. Chantal Deleris déclara également « Ils étaient complètement sous la coupe des avocats de la Société Générale, vous le gardez pour vous, c'était inimaginable. » Enfin, parce que je ne veux pas alourdir mon propos avec des déclarations et des extraits, je terminerai par celui-ci, de Chantal Deleris. Je me souviens quand vous gériez enquête, sans arrêt, Michel Mas, donc le patron de la section financière du parquet, me disait « Il faut lui demander qu'elle remonte ». Moi, je lui disais « Mais c'est pas terminé. Mais qu'est-ce que c'est ça? On ne va pas passer autant de temps. Non, non, on lui demande au contraire d'être à charge, pas à décharge. Parce que Mas, c'est les avocats de la Société Générale. » Évidemment, au-delà de l'écœurement que j'ai eu en prenant connaissance de ces éléments, et de voyant que rien ne se passait, parce qu'évidemment j'ai voulu communiquer ces éléments aux autorités compétentes, un autre élément est venu et était porté, à ma connaissance. Il s'agit d'un assistant spécialisé au parquet de Paris qui a géré toute l'enquête également, dont j'apprends qu'il aurait rédigé un rapport en 2008, dont l'une des parties de son rapport était à décharge. Notamment, il développait la responsabilité de la banque dans le dossier, en phase d'enquête. J'ai eu connaissance de ce rapport de mémoire en 2016. Évidemment, ce rapport n'est pas au dossier, car il était à décharge. J'ai pris un réel plaisir à le lire. Je me dis, ce garçon-là a compris en 2010 ce que moi je n'avais pas encore compris. Et par la suite, cet assistant spécialisé, pour, j'imagine, se protéger, a décidé d'écrire au procureur de la République, sous le visa de l'article 40 du Code de procédure pénale, pour dénoncer certains faits. Notamment, il raconte que lors de la phase d'enquête, il a été convoqué par le procureur de l'époque, en charge du dossier, et les avocats de la Société Générale,
pour qu'il puisse trouver les qualifications qui allaient bien contre moi. Évidemment, mes avocats n'étaient pas présents à ce genre de réunion. Monsieur Bourgeois déclare également qu'après la production de ce rapport, qui était à décharge pour moi, il a été immédiatement dessaisi du dossier. Et il vient confirmer dans cet article 40 quelque chose qui a été dit précédemment par Chantal Deléris sur le fait que le réquisitoire n'aurait pas été écrit par le parquet lui-même, mais par un des avocats de la Société Générale. Il dit la chose suivante dans son courrier. Début juin 2010, quelques jours avant l'audience, M. Aldebert est venu me trouver, un soir que nous étions tous les deux les derniers à la section financière, alors que je déposais une note au secrétariat. Il me demande alors de l'aide. Il avait sous les yeux son réquisitoire contre M. Kerviel et me dit « Mais quand on dit qu'il, M. Kerviel, achète des options, ça veut dire qu'il n'achète pas vraiment des actions ?» Ce qui était pour moi une rumeur persistante, m'apparaissait dès lors corroboré. M. Aldebert n'avait pas rédigé le réquisitoire définitif. Les collègues du parquet racontaient qu'un avocat de la Société Générale lui avait remis un projet de réquisitoire sur clé USB. Notre conversation a mis en lumière que M. Aldebert ne comprenait pas le dossier et découvrait le réquisitoire qu'il disait avoir rédigé. À la lumière de tous ces éléments que je viens de vous développer, j'ai donc effectivement déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée notamment. Cette plainte a été déposée le 10 mai 2018, évidemment entre les mains du parquet. Le 13 juin 2018, soit un mois plus tard, sans aucun acte d'enquête évidemment réalisé, je reçois un classement sans suite. Parfois, on les attend, les classements sans suite. 10 mai 2018, dépôt de plainte. 13 juin 2018, classement sans suite. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'à la vue des éléments que Jérôme Kerviel vous a présentés, est-ce qu'à votre avis, un mois d'enquête, pas un seul acte d'enquête, parce que je vous rassure, en un mois, il ne s'est pas passé des investigations extrêmement fournies qui font que ça justifierait un classement sans suite sous un mois, il ne s'est rien passé, en fait. Peut-être à peine la lecture de la plainte. Le parquetier en charge, donc, le président de la section financière du parquet de Paris, n'aurait pas rédigé lui-même le réquisitoire définitif et que ce serait un des avocats, ou plusieurs, pour ne viser personne, puisqu'un seul nom a été cité, que c'est un des avocats de la Société Générale qui aurait fourni sur clé USB ce réquisitoire définitif. Mais c'est hallucinant. Et je pense que si je rencontre chacun d'entre vous dehors, vous bondiriez si je vous donnais ces éléments-là. Et vous diriez, mais attendez, c'est quoi? Il n'y a pas eu de procès équitable. Eh bien, quand je vous parlais de situation inextricable, il faut l'entendre comme ça. On va faire une plainte avec constitution de partie civile après un classement sans suite de ces deux plaintes, pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Comme il est établi judiciairement par la Cour de révision qu'il y a effectivement eu une influence d'une partie civile sur le cours du procès, en particulier sur le parquet de Paris, un magistrat en particulier, comment faire pour remettre en cause et pour mettre en évidence ces éléments-là? La Cour européenne des droits de l'homme, le délai de 6 mois est passé, je serai irrecevable. Parce qu'on pourrait considérer, à minima, s'il n'y a pas annulation du procès, qu'il y aurait matière à considérer que l'égalité des armes n'a pas été respectée, et donc que Jérôme Kerviel n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Je ne peux plus saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne peux pas davantage déposer des plaintes, parce que si je dépose des plaintes entre les mains du parquet, comme ça a été le cas en 2018, j'ai le droit à un classement sans suite expéditif. C'est un record, j'ai jamais eu ça dans ma grande carrière d'avocat. Le ministre de la Justice, alors on en a vu plusieurs en 12 ans, on aurait pu s'amuser à tous les saisir. Bon, en réalité, quand on a cette idée-là, en fait, quand on est avocat et qu'on est justement dans cette situation-là, on a deux possibilités. Soit, eh bien, on médiatise, voilà, parce qu'on se dit qu'il y a une pression, si on n'est pas écouté, il y aura une pression de l'opinion publique. Deuxième possibilité, effectivement, si on écrit au ministre de la Justice, on aura le droit à un courrier type qui nous écrira: en raison de la séparation des pouvoirs, il nous est impossible de nous immiscer dans une affaire particulière. Et je pense que le ministre de la Justice aurait raison de nous répondre ça, puisqu'il n'a pas à s'immiscer dans les affaires particulières, mais enfin voilà. Donc nous sommes quelque peu désarmés. Est-ce que vous avez le sentiment
que vous êtes heurté à un problème de connaissance, de formation des juges. Est-ce qu'ils étaient en capacité de bien apprécier la complexité du dossier? On souffre quelquefois d'un défaut de formation des juges qui aboutissent à des conclusions qui ne sont pas celles que de toute évidence nous devions avoir. Pour ce qui est de la formation des juges, je ne peux que aller dans votre sens. En ce qui me concerne, effectivement, la matière qui était la mienne, à savoir les marchés financiers et particulièrement de surcroît le trading de produits dérivés, qui sont des produits structurés, donc très complexes, effectivement, c'est impossible de comprendre le fonctionnement et les mécaniques, non seulement des produits, mais aussi du fonctionnement d'une salle des marchés en si peu de temps. Juste pour information, l'instruction qui me concerne a duré 1 an. Et en 1 an, j'avais fait cette blague à l'époque au juge d'instruction quand j'ai appris qu'il allait clôturer le dossier. Je lui avais dit vous avez appris la finance plus rapidement que moi après 10 ans d'exercice. Donc oui, effectivement, la formation est un vrai problème sur ces sujets pointus. D'ailleurs, Nathalie Leroy, la commandante de police, et la procureure de la République, Chantal Deléris, disent elles-mêmes qu'ils n'avaient strictement aucune compétence sur les marchés financiers et la matière en question. Raison pour laquelle, notamment, le parquet s'était adjoint à les services d'un assistant spécialisé, mais qui a été débarqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il avait fourni un rapport qui n'allait pas dans le bon sens. J'ose espérer que la fin de cette histoire n'est pas encore terminée. J'ose espérer, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur et Madame les députés, avoir essayé par mon témoignage de vous éclairer un petit peu sur le dysfonctionnement de la justice, qui est perméable parfois à certains intérêts qui sont autres que politiques, mais également économiques. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, avec cette expérience, fort de cette expérience, je crois bien moins à la justice qu'au conte de fées que je lis à ma fille de 2 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne IFP et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à mettre un j'aime si ce contenu vous a plu.